Bonjour à tous, je vais vous lire un extrait de La gloire de mon père de Marcel Pagnol, au moment où nos deux héros, Marcel et son père, vont acheter des meubles chez le brocanteur pour leur maison de vacances. Nous nous arrêtâmes au bout du boulevard de la Madeleine, devant une boutique noirâtre. Le maître de ce commerce était très grand, très maigre et très sale. Il portait une barbe grise et des cheveux de troubadour sortaient d'un grand chapeau d'artiste. Son air était mélancolique et il fumait une pipe en terre. Mon père lui avait déjà rendu visite et avait retenu quelques meubles. Une commode, 2 tables et plusieurs fagots de morceaux de bois poli qui, selon le brocanteur, devaient permettre de reconstituer 6 chaises. Il y avait aussi un petit canapé qui perdait ses entrailles comme un cheval de toréador, 3 sommiers crevés, des paillasses à moitié vides, un bahut qui n'avait plus ses étagères et une gargoulette qui représentait assez schématiquement un coq. Le brocanteur nous aida à charger tout ce fourniment sur la charrette à bras. Puis, on fit les comptes. Après une sorte de méditation, le brocanteur regarda fixement mon père et dit « Ça fait 50 francs. » « Oh, dit mon père, c'est trop cher. » « C'est cher, mais c'est beau, dit le brocanteur. La commode est d'époque. » Il montrait du doigt cette ruine vermoulue. « Je le crois volontiers, dit mon père. Elle est certainement d'une époque, mais pas de la nôtre. » Le brocanteur prit un air dégoûté et dit « Vous aimez tellement le moderne ?»« Ma foi, dit mon père, je n'achète pas ça pour un musée, c'est pour m'en servir. » Le vieillard parut attristé par cet aveu. « Alors, dit-il, ça ne vous fait rien de penser que ce meuble a peut-être vu la reine Marie-Antoinette en chemise de nuit ?»« D'après son état, dit mon père, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait vu le roi Hérode en caleçon. »« Là, je vous arrête, dit le brocanteur, et je vais vous apprendre une chose. Le roi Hérode avait peut-être des caleçons, mais il n'avait pas de commode, rien que des crofles à clous d'or et des espèces de cocottes en bois. Je vous le dis parce que je suis honnête. » « Je vous remercie, dit mon père, et puisque vous êtes honnête, vous me faites le tout à 35 francs. » Le brocanteur nous regarda tour à tour, hocha la tête avec un douloureux sourire et déclara « Ce n'est pas possible, parce que je dois 50 francs à mon propriétaire qui vient encaisser à midi. »« Alors, dit mon père indigné, si vous lui deviez 100 francs, vous oseriez me les demander ? Il faudrait bien, où voulez-vous que je les prenne ? Remarquez que si je ne devais que 40 francs, je vous demanderais 40. Si je devais 30, ça serait 30. Dans ce cas, dit mon père, je ferais mieux de revenir demain, quand vous l'aurez payé et que vous ne lui devrez plus rien. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire « La grammaire est une chanson douce » d'Éric Orsena de l'Académie française. C'est l'histoire de Jeanne et de son frère Thomas. Leurs parents sont séparés et ils ont choisi d'habiter de part et d'autre de l'Atlantique, ce qui n'est pas très pratique. Et pour les vacances, Jeanne et Thomas veulent aller se rendre chez leur père. Mais leur bateau fait naufrage et ils se retrouvent sur une île et ils ont perdu tous leurs mots. Ils ne savent plus parler. Ils vont rencontrer un monsieur qui s'appelle Monsieur Henri. Et il va leur apprendre à réutiliser les mots et la grammaire. Et moi, le moment que j'ai choisi de vous lire, c'est justement juste après le naufrage, quand ils réalisent qu'ils ont survécu. D'abord, quelque chose de pointu me piqûra la peau du crâne, comme si j'avais eu des poux, ce qui n'était plus le cas depuis janvier dernier. Ensuite, un bruit très tendre et régulier me caressa le tympan, comme l'aller-retour d'un balai fatigué sur le sol d'une maison, comme le voyage obstiné d'une râpe sur la tranche d'un fromage. Enfin, un fumet frais me parcourut les narines, une odeur de sel et de terre mouillée. Dans ma tête embrumée, je posai l'addition. Une peau vivante, plus une oreille vivante, plus un œil vivant égale une Jeanne vivante. Cette excellente nouvelle, j'avais survécu au naufrage, fut suivie par une terreur noire. Qu'est-il arrivé à Thomas ? J'ouvris lentement les yeux.
Il était là, ce monstre de frère, assis tranquillement sur la plage, occupé à se gratter, sans aucune élégance, le pantalon. Absolument désintéressé par le sort de sa sœur. La tempête ne l'avait pas changé, toujours aussi nul. Il bougea les lèvres, sans doute pour m'injurier, comme d'habitude. Mais rien ne sortit, aucun son. Bien sûr, je crus qu'il se moquait, et je lui préparai une réplique à ma façon. Mais comme lui, rien, le vide dans la bouche. On se regarda, aussi perdus l'un que l'autre, aussi désespérés maintenant que joyeux l'instant d'avant, d'avoir par miracle survécu. Muets, la tempête nous avait arraché tous nos maux. Alors, qu'il soit pardonné pour toutes ses méchancetés passées et futures, Thomas me posa une main sur l'épaule. Et de l'autre, il me montra notre nouvelle demeure, un paradis. Une baie bordée d'arbres immenses a touché le ciel bleu. Une eau vert pâle, plus transparente que l'air. Une dentelle de corail au loin, sur laquelle se brisaient en grondant les assauts de la mer. Plus la moindre trace de bateau. Et d'innombrables poissons, les uns petits et blancs, les autres plus larges et noirs. Poussés par le courant, ils venaient à notre rencontre.